Bonsoir les amis, bonsoir Rose et Gilles, je suis ravi d'être en votre présence, c'est notre deuxième émission ensemble et j'ai hâte d'aborder tous les sujets avec vous ce soir qu'on a commencé à entrevoir en préambule ensemble. Déjà, comment allez-vous? Alors je m'excuse de vous déranger pendant le début de vos vacances, mais en même temps, voilà, j'avais tellement envie de partager avec vous que, en tout cas, merci d'avoir accepté cet appel. Et ben voilà, comment allez-vous déjà? Eh bien, bonsoir Sydney, et puis bonsoir à tous ceux qui sont présents. Et on va très très bien. Et on est en vacances en Normandie, c'est bien ça, hein? Oui. Il ne faut pas se tromper parce qu'on est à côté du Mont Saint-Michel. Donc, tu vois, Saint-Michel qui terrasse le dragon, on est en plein dedans. Exactement, exactement. Vous êtes dans les terres où justement il y a l'énergie tellurique, l'énergie des dragons, l'énergie sacrée, l'énergie des hauts lieux énergétiques. Peut-être qu'il y a des gens qui vous connaissent pas encore sur Rayonnance TV. Je vais présenter votre livre aussi, sur lequel on avait déjà fait une émission ensemble. Alors je sais pas si on voit bien. Voilà. La relation, les clés de l'harmonisation habitat-habitant. Voilà, chez Suzac Éditions. Et donc, je remercie aussi Magali, voilà, avec qui vous travaillez, qui nous a mis en relation. Et on est aussi là ce soir pour présenter l'événement qu'on va faire ensemble en présentiel en septembre. Voilà, l'Appel des Dragons, le 11, 12 et 13 septembre, dont vous êtes intervenant en physique. Voilà, vous serez là le dimanche 13 au matin pour faire une intervention. Et voilà, c'était génial de vous appeler sur ce thème des dragons. Et je veux bien que vous m'expliquiez un petit peu le processus par lequel vous êtes passé par rapport à ce thème des dragons et par rapport à votre intervention en présentiel. Le thème des dragons, en fait, moi je suis plutôt énergétique chinoise, donc en Chine, ils appellent ça les veines du dragon, les veines telluriques, tu vois, les courants telluriques. Ils appellent ça les veines du dragon. Et quand tu vas dans un temple en Chine, un temple bouddhiste ou n'importe, on a vu des temples hindouistes aussi en Inde. Thaïlande ou... Tu arrives, tu as des têtes de dragon qui sont là, qui t'attendent. Puis tu as l'escalier, tu dois passer entre les têtes du dragon. Puis tu as le corps et tu vas monter des marches en général pour aller au temple. Et dès l'entrée, dès le début, le temple, il te prévient, il te dit attention, là, c'est un lieu tellurique, c'est un lieu fort. Et c'est le dragon qui va le symboliser, tu vois. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que la tête du dragon, elle est en bas de l'escalier. Il y a peut-être 150 marches, 200 marches. Et donc, le corps du dragon monte et la queue est tout en haut. Donc, c'est comme si on pouvait capter cette énergie du dragon dans le temple en haut. C'est assez fabuleux, ça. Ouais. Alors bon, en plus, ça fait un peu gardien, tu vois. Ça fait, parce que tu as des entités, enfin, tu as plusieurs représentations, c'est super marrant, qui font peur. Et toute la symbolique du lieu sacré qui est représentée comme ça, c'est ici, on a domestiqué la bête. Tu vois, c'est la même symbolique que Saint-Michel qui terrasse le dragon. C'est-à-dire que ici, tu vas rentrer dans un lieu où on a domestiqué la bête et où on l'a transformé en spirituel. On a transformé le dragon en spiritualité, en fait. Et en fait, notre intervention, elle est basée là-dessus, et notre expérience, elle est basée sur ces lieux sacrés qu'on a parcourus partout dans le monde, et puis sur ce qu'on a fait après, que tu décrivais dans le livre, là, c'est un peu une synthèse, on a écrit plus de 12, 13, 14 livres, je ne sais plus, sur le thème, et en fait, toujours pour ramener au fait que ce que les anciens ont fait dans des temples, aujourd'hui, on peut le faire dans sa maison. Et c'est vraiment ça qui est intéressant dans la démarche qu'on voudrait proposer, c'est que ça fait quand même des milliers d'années que les humains essayent de domestiquer la terre, parce que tu vois, on n'est pas des singes qui sommes arrivés d'un arbre, hein, moi j'y crois pas une seconde ce truc. Mais bon, là on est en plein dans la Bretagne, la Normandie, il y a des menhirs partout. Pourquoi on a planté des pieux de roches comme ça sur la terre? Ben, pour la féconder, pour transformer l'énergie tellurique. Et donc, on arrive maintenant en 2000. Alors, bon, peut-être il y a plein de gens qui n'y croient plus, tu vois, mais au contraire, c'est là où ça devient intéressant de dire est-ce qu'on n'a pas passé une étape et est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans une autre étape de la relation avec le tellurisme? Alors, moi, j'avais envie de faire un parallèle avec le corps parce que c'est comme si ce qu'on a découvert en médecine symbolique, c'est que la maison, c'est le miroir du corps.
Et donc là, quand on parle de la Terre, des énergies de la Terre, est-ce que ce ne serait pas aussi les énergies qui sont dans notre corps et qu'on devrait apprendre à domestiquer, à orienter, à guider pour pouvoir en faire ce qu'on a besoin, que ce soit pour guérir notre corps, qu'il aille bien, qu'il puisse avoir ses fonctions créatrices aussi, attractives, etc. Et qui puisse nous servir pour qu'on puisse se réaliser au lieu de souffrir comme on souffre, parce que je trouve que le monde dans lequel on vit, au niveau physique, c'est quand même assez douloureux. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Gilles ? Oui. Ouais, c'est ça. Merci en tout cas pour votre intervention. Ce que je trouve intéressant avec les dragons, c'est qu'ils sont vraiment c'est des consciences qui apparaissent à différentes échelles, dans différentes réalités. Et vous soulevez un point important, c'est-à-dire que le dragon peut être à l'échelle microscopique dans notre corps, nous relier à l'infiniment petit, à l'ADN, aux énergies du sacré, aux énergies de la Kundalini. C'est aussi quelque part le serpent de la guérison, donc de la médecine, mais également La caducée, tu vois, le truc de la caducée. Exactement, je n'ai plus le nom, je sais pas si c'est Asclépios ou je sais plus le nom du serpent. On a aussi lié à la création avec dans toutes les traditions. Bon, voilà, si on élargit sur le serpent ou l'Ouroboros, voilà, donc on voit bien que les dragons sont présents partout. Ils ont changé de nature et de définition en fonction des époques. On les a vus terribles, on les a vus compagnons, guérisseurs, guides, liés à la connaissance, à la sagesse, liés à l'énergie des lieux telluriques, de la terre, de la fabrication, pourquoi pas de l'insémination de la vie. Et c'est ça qui est hallucinant, c'est que finalement, dès qu'on sort de l'apparence presque égrégore du dragon tel qu'on le voit dans l'heroic fantasy, on s'aperçoit qu'il peut être bien autre chose que l'imaginaire qu'on en a. Et donc, c'est génial parce que vous incarnez à vous deux une vision des dragons qui apporte beaucoup à cet événement. Donc, encore une fois, qu'on va tous vivre ensemble à Carcassonne le 11, donc le vendredi soir pour la cérémonie d'ouverture, puis le samedi 12 et le dimanche 13. Et j'avais vraiment à cœur de réunir des êtres très ancrés et qui ont une vision qui va nous permettre de repartir de cet événement avec de vraies clés. Et je crois que c'est votre approche aussi d'aller dans des choses ancrées et d'avoir des clés de transformation. Et vous me disiez en préambule que pour vous, le dragon, c'est aussi l'alchimie et la transformation intérieure. Quel est votre sentiment là-dessus ? Et en fait, d'ailleurs, la première fois où je vais utiliser le mot dragon dans un livre, c'est quand on se rencontre tous les deux et que je vais écrire le chevalier et la princesse au château magique avant qu'on découvre la médecine symbolique en 2003, donc ça fait plus de 20 ans, en 2003, ouais, ça fait plus de 20 ans. Et dans la rencontre du chevalier et de la princesse, qui est en fait notre rencontre amoureuse, sexuelle, on va se rendre compte, le chevalier va se rendre compte quand il explore le château de la princesse, qui est son corps, il va se rendre compte qu'en partant de la salle des fêtes qui est en bas, il y a des trucs à corriger, il y a des guérisons à faire. Bon, c'est la partie sexualité de guérison. Et puis à un moment, il y a une porte qui va apparaître. Et quand ils vont vouloir ouvrir cette porte, il y a un dragon derrière. Et c'est toute l'histoire de l'alchimie sexuelle, en fait, parce que dès que tu vas vouloir transmuter, dès que tu vas avoir l'occasion, c'est pas une volonté, dès que tu vas avoir l'occasion et l'intention d'aller explorer le corps, tu vas rencontrer le dragon intérieur. Qu'on l'appelle Kundalini, c'est bien gentil, le serpent qui est endormi, là, mais quand ça se réveille, et tout le monde sait que dans la sexualité, ça se réveille. Et ce truc-là, d'ailleurs, les taoïstes, l'amour, l'art de la chambre à coucher, ils appellent ça. Ils appellent ça chevaucher le dragon. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est l'art de chevaucher le dragon. C'est comment tu restes dessus sans te faire bouffer. En fait, c'est ça le truc. Et ce qui est passionnant, c'est parce que là, du coup, tu as une clé d'alchimie qui est interne. Et c'est un peu vers ça qu'on veut aller, même si on va beaucoup s'appuyer de l'énergie tellurique, par exemple, des Vierges Noires. On va en reparler après, hein, si tu veux bien. Mais c'est un truc qui est interne et que tout le monde a à disposition. On a juste perdu un peu les clés parce que tout ça a été décrit il y a 2000 ans dans les traités taoïstes, par exemple, ou dans le tantra.
mais on ne sait plus du tout utiliser ça et on ne sait plus du tout où on habite, quoi, en fait. On ne sait plus trop où on En est. fait, on a perdu le comme si on avait perdu le mode d'emploi et la vie nous a fait depuis 20 ans, depuis qu'on s'est rencontrés, redécouvrir par des expériences tout ce chemin-là. Que ce soit au niveau de notre sexualité, la découverte et puis l'exploration, comment ça fonctionne pour pouvoir domestiquer ces énergies qui sont très puissantes et qui disent ou non, et qui, pour les femmes, par exemple, leur disent non, moi j'ai fait une croix dessus, non, c'est fini, enfin bref, qui castrent tout le monde, les hommes comme les femmes, pour comment faire pour aller les réveiller, les amadouer et pour les mettre, pas dans sa poche, mais à notre service. Et ça me fait penser, on a un lieu pas loin de chez nous, en Savoie, c'est une grotte. Et donc cette grotte, elle est assez spéciale parce qu'elle descend pendant une demi-heure dans un goulet et on arrive à un petit lac au fond. C'est un endroit vraiment magique. Et donc, à force d'y aller assez souvent avec des groupes, petit à petit, dedans, il y a une présence qui s'est révélée. Nous, on dit que c'est l'entité de la grotte, mais ça pourrait être cette énergie-là. Ça ressemble à un serpent quand tu le vois en imagerie mentale. C'est comme une grosse couleuvre, mais de 40-50 mètres de long, tu vois, c'est un gros truc. Nous, on aborde ce lieu avec les baguettes et on peut descendre dans la grotte, mais à un moment donné, ça dit stop. Et le seul moyen qu'on a eu pour l'amadouer, c'est chanter. C'est comme si on pouvait entrer à l'intérieur de cette énergie-là. Je dis de cette énergie, qui est une vouivre, qui est un serpent, qui est un dragon, mais c'est une énergie qui est dans la terre. Et à l'intérieur, il ne faut pas avoir peur, on chante. Et en chantant, c'est comme les serpents d'ailleurs. Le joueur de flûte, le charmeur de serpents. Eh bien, en chantant, cette énergie-là se détend et comme si on pouvait jouer avec ou elle est amadouée, quoi. En fait, si tu analyses ça au niveau énergétique, symbolique le charmeur de serpent, mais au niveau énergétique, la voix, le s'exprime là, elle est reliée au chakra sexuel. Et donc, quand tu chantes, en fait, tu es en train de transmuter, toi, ton énergie sexuelle en parole. Au début était le verbe, tu sais. Et par le verbe, tu peux envoûter. Et en fait, tu fais que ce que tu fais à l'intérieur, ça va le faire dehors sur l'entité. C'est assez bluffant parce qu'on avait eu ça aussi avec des entités, des fois dans des maisons. Ouais. On avait pu transmuter par la voix comme ça. C'était marrant. Et en fait, je vous rejoins parce que moi, j'ai toujours pensé au niveau des chakras que ce n'était pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais qu'en fait, on avait le cœur au milieu, donc le 4, et qu'à chaque fois, ils étaient en miroir. Et donc, si on fait le 2 et le 6, eh ben, on arrive sur... non, le 2... Ah oui, non, ouais, non, c'est ça, le 2 et le... L'Inde, ils disent le 2 est relié à la gorge. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Oui, parce que c'est le troisième œil, mais... Oui. Ouais, le 3, le plexus, est relié au front. Et le 4, le cœur, est relié au spirituel en haut. Ah oui, il décale comme ça, tac, tac, tac. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que on voit bien qu'il y a un lien entre la manière dont le verbe s'exprime et la manière dont on est ancré dans sa sexualité. Et le s'exprime, je vous le dis direct, je vais vous le voler. Je le redirai. J'adore. J'adore, je trouve ça génial. Oui, je trouve que c'est beau. Ça parle à tout le monde. Ouais, c'est hyper puissant. De toute manière, il n'y a pas photo, parce que les voix qui te touchent, les chanteurs, les chanteuses qui te touchent, tu vois, elles ne te touchent pas au niveau de la tête, elles te touchent en bas. Ça fait vibrer en bas. Ça réveille la zone sexuelle. D'ailleurs, la zone sexuelle et la bouche sont quand même bien reliées. On a des lèvres, on salive quand on veut manger, et en bas, c'est une zone qui devient humide aussi pour accueillir. Donc, c'est vraiment un miroir. Tu as des voix de crooner, je suis sûr, les voix de Johnny, tout ça, et je suis sûr qu'il y a plein de femmes qui devaient craquer en bas, tu vois, juste d'entendre la voix. Et pareil, tu as des voix de femmes. Moi, j'avais entendu une fois dans un truc classique, des chants classiques, il y avait une voix, c'était un groupe, il y avait une soliste, mais sa voix, elle descendait, mais direct au niveau sexuel. C'était incroyable. Et c'est là où tu vois la puissance que ça a, tu vois. Vous m'avez parlé tout à l'heure justement de la rencontre avec la vouivre et les énergies de la Terre tellurique. Est-ce que vous voulez bien nous en reparler et qu'on comprenne aussi cette alchimie par rapport à la conscience Terre et qu'on a en miroir dans notre corps voilà. Alors nous, on est,
bien préciser, les gens qui ne nous connaissent pas, on n'est pas des théoriciens. Même si moi j'ai quelques bases d'énergétique chinoise, parce que j'étais enseignant de Qigong et tout, puis j'avais parcouru 2-3 trucs, mais je ne suis pas un grand lecteur. Par contre, notre lieu de vie, il nous a enseigné par des expériences. Donc, par exemple, quand on a découvert la Guivre, on le raconte dans un de nos livres, au début, je découvre un orvet, tu vois, c'est comme un serpent, tu vois, c'est un lézard, en fait, mais mort vers le poulailler, et il avait la tête qui était enfoncée dans un trou de souris, je sais pas quoi, et il était mort comme ça. Bon, je dis, tiens, dommage, c'est le hasard, coïncidence. Il y a un serpent, la tête morte dans un trou. Bon. La semaine suivante, c'est à quelques jours d'intervalle, l'univers, c'est comme le facteur, il frappe toujours plusieurs coups. Hein. Toi, tu dis, tiens, 3 coups, là, même pas, là, ça fait 2 coups, parce que la deuxième fois, je passe le rotofil, toi, un coup de fil au même endroit. Il y avait une fourmilière qui est toujours un endroit qui signe qu'il y a du tellurisme, toi, quand il y a des fourmilières. Et là, je coupe l'herbe avec mon coup de fil et je vois un truc qui se débat et je me rends compte que j'ai coupé la tête d'un deuxième orvet au même endroit, mais à 3 mètres. Hein. Ah, alors là, ça fait bizarre. Tu te dis, tiens, c'est quoi le symbole de la tête du serpent? Et moi, j'avais entendu parler du Feng Shui de Bali où ils disent qu'il faut planter un pieu sur la tête de la Guivre pour la féconder. Un peu comme Saint-Michel avec son Il terrasse le dragon, en fait, il descend sa lumière dans le féminin pour marier les deux, pour le féconder, en fait. Et là, donc, on prend les baguettes, on interroge l'esprit du lieu, comme on avait commencé à le faire depuis quelques temps. Et tout de suite, l'esprit du lieu, les roses tient les baguettes et ça nous emmène sur le terrain, vers cet endroit-là. Et ça fait comme un serpent, tu vois, un grand S, puis à un moment, ça s'arrête et ça tourne sur un point précis. Et là, il fallait planter le pieu et c'était à 2 ou 3 mètres des endroits où il y avait eu les 2 ornets. C'est bluffant, quoi. Hein. Et après, on a donc fait un rite de fécondation de la Guivre chez nous. Et bon, alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Ce qui est sûr, c'est que nous, on habitait un terrain à vaches où il n'y avait rien qui poussait. C'est le mal vert, en plus, le mauvais vert, ouais, le mauvais pâturage. Un terrain argileux, toi, t'as un sale terre, et puis en dessous, c'est de l'argile, il n'y a rien qui pousse dedans. Et ben pourtant, on a un lieu qui est super, tout le monde dit, mais c'est magnifique, comment vous avez fait ça? En fait, il est exubérant, de fleurs, de légumes, d'arbres. Ça s'appelle quand même les déserts où on habite, et c'est vraiment un endroit où on a envie que les gens viennent, il n'y a pas de portail, il n'y a pas de clôture, et il y a visite libre parce qu'il y a un jardin devant la maison immense, plein de fleurs, avec les 5 éléments qui sont là autour, et derrière la maison, pareil. C'est vraiment, là, on est en contact avec la vie fécondée. Alors après, on a découvert, comme vient de le dire Rose, que la vie nous a fait mettre une mare à un endroit. On s'est dit, tiens, c'est sympa une mare et tout. Mais ça demandait de l'eau sacrée. Bon. Après, ça a fait mettre un point pour faire une lutte-sudation, parce qu'il y a des Amérindiens qui voulaient faire des rites. Et puis c'était le point feu. Et puis Rose a voulu un mix border, puis ça s'est révélé être le point air. Et parce qu'il y a les insectes volants, les papillons, tout qui vient. Et ça avait une forme d'oiseau. Le point terre, ben, c'était la Guivre. Et on avait le point bois qui était le point du jardin. Et en fait, on s'est rendu compte, 2-3 ans après, qu'on avait les 5 éléments qui sont arrivés. Et ils sont répartis dans le terrain devant chez nous de manière harmonieuse. Tout autour du jardin. Et c'est bluffant parce que nous, on connaissait cette théorie, mais on n'a jamais... Voilà. Ce que je dis, c'est qu'on a tout expérimenté, guidé par la vie et pas du tout guidé par notre intellect. On n'avait pas cette intention. Alors maintenant, on l'enseigne. Là, on va faire un stage sur les esprits de la nature. Cet été, les gens vont être étalonnés sur ces trucs-là parce que nous, ça fait des centaines de personnes qui passent dessus et font des rites sur ces points-là, tu vois. Et du coup, ça renforce la tête de la Guivre. C'est plus la petite Guivre de l'orvet du début. C'est parce qu'il y a des centaines de personnes qui sont passées mettre leur intention. Et du coup, ça fait comme un lieu sacré, ça prend vie, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnes qui viennent s'étalonner sur ce lieu-là qui est riche quand même de rencontres, en fait, ça réveille en eux
ce qu'ils ont oublié. Et c'est ça qui est intéressant. Ça réveille l'énergie de l'eau et sa puissance, du feu, de l'air, de la terre et du bois. Mais vraiment, c'est important d'aller contacter sa terre pour se réveiller son alchimie interne. Justement, en parlant de ça, le thème de ce soir, c'est aussi autour de la Vierge Noire. Et on y voit forcément la notion alchimique derrière de l'œuvre noire, Nigredo, et cette notion aussi de vierge qui est quelque part l'athanor, ou en tout cas je ne sais plus le nom alchimique, mais en tout cas le réservoir dans lequel va se produire l'œuvre. Et comment vous reliez justement cette notion de Vierge Noire avec l'énergie tellurique et ses transformations alchimiques internes? Et tu vois, il y a Damien qui pose justement la question. Elle remarque que dans son église, il y a une église, un Mont-Saint-Michel, et aussi une Vierge Noire. Alors, quand tu nous as posé la question, Sidney, on s'est dit comment parler des dragons aujourd'hui. Et en fait, on s'est dit, mais le dragon, ça symbolise le tellurisme brut, tu vois. Ouais, l'énergie brute. Non raffinée, non spiritualisée. Et il y a une autre représentation du tellurisme que en France on connaît bien, et notamment en Auvergne, c'est les Vierges Noires. Les Vierges Noires, elles sont apparues spontanément, je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire, c'est à partir du 9e, 10e siècle que tu as des légendes qui disent qu'il y a un laboureur qui laboure son champ, sa charrue ou les bœufs s'arrêtent, puis il y a une statue de Vierge Noire qui est là. Moi, je connaissais par rapport à Sarah, mais ça n'a rien à voir. Chez moi, il y a les Saintes Maries de la Mer avec la représentation de Sarah. Oui, c'est mais peut-être encore autre chose. Oui, mais c'est une Vierge Noire quand même. C'est pour ça que c'est intéressant. Ouais. Et en fait, la statue demande un culte, une chapelle, et toujours, tu vas voir en géobiologie, par exemple, ces chapelles, elles sont toutes sur des lieux très telluriques. Alors, cosmo-telluriques, parce qu'elles ne sont pas telluriques brutes, elles sont cosmo-telluriques, c'est comme le Mont-Saint-Michel, c'est une boule tellurique qui sort du sol. Tu connais le Mont-Saint-Michel, la représentation, c'est une boule un rond pointu qui sort. Et dessus, on va mettre le clocher, mais il y était déjà. C'est un vortex cosmotellurique naturel, en fait, qui est l'endroit de fécondation, l'endroit où le yang vient féconder le yin. Et quand tu as des points comme ça, du coup, on va représenter ça au Moyen-Âge par des Vierges Noires. Et il y en a beaucoup en Europe, mais surtout au Massif central, il y en a plein. Et tous ces lieux où il y a des Vierges Noires sont toujours des lieux guérisseurs. Oui, des Notre-Dame. Les Vierges Noires, ce qui est intéressant, c'est c'est des femmes qui pourraient être toutes la peau noire, mais elles sont assises et elles ont l'enfant sur les genoux. C'est-à-dire qu'elles sont fécondées. Et elles peuvent créer, c'est le symbole c'est pas la Vierge debout toute seule, elles sont assises, c'est comme si elles étaient assises sur l'énergie tellurique et elles ont domestiqué cette puissance. Ça pourrait être ce symbole-là. Parce que des déités noires, il y en a dans toutes les traditions, ils disent tout ça, toi. Et elles n'étaient pas représentées avec le donnant naissance au Christ. Parce que la Vierge Noire, elle est noire, mais elle donne naissance à la lumière, au Christ. Et ça rejoint complètement l'énergie, la symbolique yin-yang, où tu vois le symbole du yin et du yang là, qui tourne. Et le yin, au fond, là, tu as un point blanc qui va émerger du yin. C'est-à-dire au fond de l'obscur, pour les Chinois, quand tu ne peux pas aller que dans du yin, ça n'existe pas, que le yin, ça n'existe pas tout seul. Donc quand tu descends dans le yin, poum, le yang émerge. C'est d'ailleurs ce que les bouddhistes vont proposer comme méthode. Tu vas descendre dans l'intériorisation pour les hommes, tu vas descendre dans ton yin, et à l'intérieur, boum, tu as la lumière qui va apparaître. Dans une église romane, église gothique, mais surtout les cryptes romanes, tu vas descendre dans la matrice yin, c'est le ventre, et dans cette crypte romane, tu vas avoir la Vierge Noire, et poum, là tu vas trouver la lumière de Christ. Donc il y a toute une symbolique où tu te rends compte que la veine du dragon a été domestiquée, c'est cet endroit-là où elle est domestiquée. Ouais. C'est ces endroits forts qui prouvent, comme tu dis, que le dragon
cette énergie sauvage, on pourrait dire brute de la terre-mère, qui pourrait donner les volcans, par exemple, qui crachent le feu. Le symbole, on pourrait croire ça, hein, on pourrait voir ça. Et donc là, c'est une énergie apaisée pour que la terre-mère, la terre, puisse être dans l'abondance. Et je le redis pour notre terrain, puisqu'on y va assez souvent sur ce point-là, eh bien, le terrain est exubérant. Et il y a des terrains où l'énergie tellurique, donc le dragon n'a pas été domestiqué, le terrain, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de plantes, les gens sont tristes, il n'y a pas ce branchement-là. Et il faut faire des efforts, il faut forcer pour exister, pour créer, alors que si on est bien branché dans notre terrain sur cette énergie du dragon transformé, ou bien en nous, eh bien là, ça peut couler. En fait, c'est plein d'espoir. La vie, elle peut quand même être différente. C'est hyper intéressant et c'est des fois aussi un contre-pied parce que cette lumière noire dont vous parlez de la Vierge Noire, pour moi, j'y vois aussi une forme d'énergie comme on a dans les trous noirs, c'est-à-dire cette énergie qui absorbe fait tout. émerger la lumière. Ouais, qui mange tout. Ouais. Et qui Oui, transforme. c'est ça, mais exactement. Exactement. Et ça me fait penser aussi au compost, tu vois, qui est cette énergie noire aussi. Un compost, c'est noir, c'est chaud. J'en ai déjà parlé en émission, mais c'est aussi alchimique. C'est de là que vient cette notion d'alcool. Hein. Ça vient de cette énergie du compost, hein, cette matière noire en décomposition qui est chaude et qui a un feu aussi, ce feu secret des alchimistes qui fait que un compost, c'est chaud. C'est-à-dire que c'est à 30 degrés à peu près. Et donc, moi, je vois un lien, justement, et je trouve ça intéressant que vous en parliez parce que dans nos milieux, il y a toujours cette peur d'utiliser le mot noir. Il faut toujours mettre le mot blanc et lumière. Et il y a beaucoup de confusion là-dessus. Juste par rapport à ce que tu dis, le compost, tu sais ce qui me vient tout de suite spontanément, c'est exactement ce qui se passe pour la chenille dans sa chrysalide. Il y a du noir profond, c'est un magma. On se demande ce qui va émerger de ça et c'est justement le papillon, la beauté. Tu dis, mais d'où ça vient? Quelle est cette énergie et quel est ce mystère qui peut donner du noir cette merveille? Ça, c'est la vie. Hein. En fait, je veux bien te répondre aussi sur le noir, parce que ça va éclairer beaucoup les auditeurs. Là. Il y a une grande confusion dans la chrétienté et chez les judéo-chrétiens en général, entre la couleur noire, qui est la couleur du yin, et la couleur noire des ténèbres, ce qu'ils appellent les ténèbres, et qui est une couleur du mental. Alors je vais t'expliquer la différence, parce que c'est fondamental. Quand tu as compris ça, tu te laisses plus piéger, mais c'est compliqué. Le noir du yin, de la Vierge Noire, est un noir qui a une lumière. C'est-à-dire quand tu vas dans une grotte et tu éteins toutes les lumières, tu vas te rendre compte qu'il y a une lumière autour de toi. Donc c'est pas des ténèbres. Ce qui est ténébreux, qu'on décrit comme ténébreux, c'est l'absence de lumière. Mais dans le ventre de la terre-mère, dans une grotte, il n'y a jamais de ténèbres. Il y a toujours une lumière. C'est bizarre, hein, tu vois un truc gris autour de toi. Et les chrétiens ont confondu, les judéo-chrétiens ont confondu les forces de tentation et les forces d'attraction. Tu vois, parce que le noir, c'est la couleur qui absorbe toutes les lumières. Ça va absorber toute la lumière, le noir. Comme le trou noir, hein, ce que tu disais. Voilà. Et donc, c'est une force d'attraction. Ça attire tout. Le noir va capter tout. Et ça fait peur. Hein. On est bien d'accord que quand nos âmes elles sont parties de la lumière pour descendre dans le trou noir, il n'y a pas beaucoup d'âmes qui a dit youpi, youpi. Ça fait peur. C'est clair. Ouais. Et ça, c'est la force d'attraction. Et j'ai compris que la confusion qu'ils ont fait, c'est un jour où Al-Qaïda, ou je ne sais pas quoi, l'État islamique avait envahi une ville en Irak, je crois, ou je ne sais pas où. Hein. Et les journalistes sur place avaient dit, les djihadistes sont arrivés, ils ont commencé par interdire 3 choses, l'alcool, le tabac et les femmes non voilées. Et là, j'ai dit, attends, il y a un truc. La femme, c'est comme un paquet de clopes, quoi. C'est comme une bouteille de bière. C'est une force de tentation pour eux. Et vous savez, est-ce que tu te souviens du nom? Est-ce que tu te souviens du nom de l'État islamique à l'époque? Bon, je m'en fous. Non, c'est important. Ouais. Non. En anglais, Non. tu sais comment ils l'appelaient? Non. ISIS.
Ah, bah, Eh ben, dis dis donc, donc. Islamic State, je sais plus ce que c'était, mais Ah oui, euh, à chaque fois, il disait ISIS, ISIS, ISIS tout le temps, ah en ouais. parlant de l'État islamique. Donc, il y a quand même une vraie, Il savait, un vrai Là, piratage. Ouais. oui, oui, mais oui. il savait ce qu'il faisait ou pas? Parce que Ah, ça j'en fait suis persuadé parce que les personnes qui nous dirigent sont quand même assez occultistes. Et dans les rites occultes des sociétés secrètes, on parle beaucoup de l'alchimie d'Osiris et d'Isis. Moi, je suis persuadé qu'il y a eu une falsification et un détournement de cette énergie d'Isis en l'associant à des extrémistes, tu vois, fanatiques. Oui, oui, oui. Il y avait une Mais tu manière de sais, détourner cette énergie. ouais, Mais tu tapes ISIS dans Google, tu tombes plus vite sur l'État islamique que sur l'énergie de la déesse égyptienne. Dis donc, c'est mais incroyable. ça, c'est même pas étonnant ce que tu dis, parce qu'il y a les. Steiner avait prévenu en 1917, donc il y a plus de 100 ans, que l'époque actuelle verrait la venue de ce qu'il appelait les antéchrists, Ahriman et Lucifer. Et il disait que Ahriman viendrait la nuit nous parler dans nos têtes et nous ferait, inverserait nos valeurs en ce qui concerne le bien et le mal. C'est-à-dire que ce qui était bien deviendrait mal et ce qui était mal deviendrait bien. Et actuellement, tu vois, quand on commence avec le sida à dire que les séropositifs, c'est des gens qui vont mourir, quand tu fais un test et que maintenant que tu es positif, ça veut dire que tu es grave. Si tu n'as pas de symptômes, tu es un porteur sain, ça veut dire que tu es malade, mais tu ne le sais pas. Enfin, tu vois, on inverse toutes les valeurs. Hein. Donc, c'est pas Ouais, c'est ça, il étonnant. faut que tu sois négatif pour ne Oui, pas être malade. On est, Si c'est positif, tu es malade. Ouais, Oui, c'est c'est complètement fou. Ouais. oui, oui, ça rend fou. et ça d'ailleurs. rend notre cerveau complètement starbé parce qu'on ne sait plus à quoi le verbe. Es obligé, quand tu discutes avec des gens, des fois, tu es obligé de leur dire tu peux me définir le mot que tu viens d'utiliser, qu'on soit d'accord sur le sens du mot, parce qu'on n'est même plus d'accord sur le sens des mots. Le mot père, mère, par exemple, on ne sait plus. Bon. Il y a plein de trucs comme ça. Alors, je reviens sur les femmes qui étaient comparées à des paquets de clopes ou à des canettes de bière. C'est juste qu'ils confondent la force de la tentation et la force de l'attraction. Sauf que les forces d'attraction, c'est le yin féminin. Par exemple, une femme, Ivanov disait tout le corps d'une femme est sexuel, tout est attractif chez elle. Parce que ça émane des particules magnétiques qui attirent. C'est fait pour, toutes les femelles du monde attirent. C'est la force du yin. Sauf que la force de tentation, celle du paquet de cigarettes ou de la bière, elle, c'est pas une force magnétique, c'est une force mentale qui vient dans ta tête et qui te dit prends une clope, tu te sentiras mieux, allez, une petite bière, tu te sentiras mieux. Et en fait, ces forces de tentation-là sont des forces mentales. Et elles sont obscures. Là, il y a Tu vois, pas de là, lumière, c'est de la ténèbre. Parce que c'est du mental. Il ne faut pas confondre le biologique et le mental. C'est pas pareil. C'est hyper important ce que tu es en train de dire. Et justement, par rapport à la notion d'addiction, parce qu'en fait, quand on interdit la femme voilée, c'est pas par rapport à la femme, c'est le côté voilé, c'est-à-dire que c'est le côté addictif. Hein. Oui, Parce oui. que voilà, c'est l'addiction à la sexualité dépravée. Donc, c'est évident que ce que tu viens de mettre en avant sur la différence entre cette force magnétique, parce que finalement le masculin serait plus électrique, donc on a vraiment cette polarité électromagnétique, et donc cette énergie magnétique et l'addiction qui, elle, finalement, peut être contrôlée aussi. Moi, je m'intéresse beaucoup en ce moment aux parasites, qu'ils soient au niveau intestinaux, au niveau énergétique. On s'aperçoit qu'en tout cas, et même la conscience bactérienne, enfin, on voit qu'il y a beaucoup de forces au-delà des forces astrales qui nous manipulent en permanence et qui peuvent nous maintenir dans une certaine forme d'addiction. Alors, c'est pas tout à fait le sujet de ce soir, mais je rebondis un petit peu là-dessus. Et ce que j'aimerais qu'on développe, sauf si tu veux rebondir là-dessus, c'est justement ce lien entre le côté sacré et justement ce qu'on vient de dire par rapport à Isis, c'est-à-dire comment on détourne le sacré alors qu'en fait, la sexualité est un acte sacré, l'alchimie intérieure est un acte sacré, et comment on détourne le sacré pour en faire de l'addictif. Le tabac est sacré, l'alcool, alcool, ça veut dire le noir de Dieu. Al, c'est Dieu dans alcool. Donc, vous voyez, on prend trois choses sacrées, la sexualité, l'alcool et le tabac. J'ai un ami qui m'a passé un plan de tabac sacré d'Amazonie. Je peux vous assurer que la vibration de ce plan, elle est hallucinante. Donc, le sacré est détourné. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et chez les dragons, c'est pareil. Le sacré est détourné pour en faire de l'héroïque fantasy. Je vous laisse... Oui, tout à fait. Juste dans ce que tu viens de dire, en fait, les trois choses que tu as nommées, c'est des choses qui sont essentielles pour refaire le lien. L'alcool, Oui. c'est le lien.
Si on abuse, évidemment, il n'y a plus de lien. La sexualité, c'est pour faire le lien. Donc, toutes ces choses-là sont naturellement là pour faire le lien, pour refaire le lien entre yin et yang, pour créer. Et donc là, elles sont décalées, dévoyées pour nous empêcher. Alors, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est un chemin pour qu'on apprenne à maîtriser et puis à être maître chez soi à tous les niveaux, physique, émotionnel et mental et puis spirituel, pour maîtriser ces énergies très puissantes et en être maître pour... Parce C'est chevaucher le dragon. Ouais, ce qui empêche le lien, on le connaît, c'est Diabolos, c'est celui qui divise, qui désunit. Diabolos, c'est le diable. Et lui, il fait son job de nous faire croire qu'on est séparés. Il me fait croire que moi, c'est Gilles et que là, c'est Rose. Et d'ailleurs, on n'est pas pareil, tu vois. Et du coup, cette énergie de division nous permet d'avoir une conscience individuelle, mais il ne faut pas se leurrer que ce n'est qu'une illusion. La séparation n'existe pas. Tu ne peux pas enlever une partie au tout. Un jour, si tu veux faire une émission là-dessus, c'est passionnant parce que tu verras qu'il n'y a rien de ce qu'on fait actuellement en Occident, en tout cas, il n'y a rien qui soit juste. Tout est faux, mais tout. Pourquoi? Et attends, Occident, ça veut dire quoi? Occident, ça veut dire quoi? Mais dis-moi. Oxy. Ah oui. On est la région de la mort. C'est là où on est Oxy. Et oui, parce que c'est alors que de l'autre côté, c'est l'or. Nous, on est l'Oxy, c'est-à-dire qu'on est, encore une fois, on revient à l'élément noir. Alors que c'est hallucinant. On est les rois de la séparation parce que nous, on a été très yang, si tu veux, dans le développement de la vie. On a été très yang et très analytique et tout séparé, analysé par petits bouts. On découpe tout. Tu as le spécialiste du poumon gauche, le spécialiste du poumon droit. Enfin bref, on connaît les blagues là-dessus. Mais l'Orient n'a jamais perdu la notion du tout. Pour eux, l'homme fait partie du tout, macrocosme, microcosme, et si tu veux être en bonne santé, il faut que tu sois en relation avec le tout. Alors que nous, si tu veux être en bonne santé, c'est chacun pour soi. Bon, ben, on voit que chez nous, ça ne marche pas. Hein. Bon, par exemple, ben, c'est juste des énergies qui s'expriment, qui sont toutes les deux une partie de la vérité, mais qui ont besoin d'être réconciliées, en fait. Hein. Nous, on le voit un peu comme ça. Et les dérives que tu dis de force de la tentation, elles sont hélas présentes partout, ce qui va faire qu'on est obligé d'être très, très vigilant. Et c'est un peu ce que Steiner décrivait en disant c'est les antéchrists, c'est-à-dire ceux qui viennent avant le Christ, c'est-à-dire ceux qui vont venir nous tenter avant afin qu'on puisse faire émerger une conscience intérieure christique qui sera capable d'être lucide. Alors quand tu dis lucide, tu vois que Lucifer vient justement t'aider à devenir lucide, paradoxalement. C'est ça qui est marrant. Mais on est une période formidable hein, parce qu'il y a tout qui est offert. Tout est inversé. Et tout est dangereux. Bon, et il faut être très très vigilant, c'est tout. Il faut surtout être très vigilant pour ne pas couler dans la morosité, dans la déprime, et sortir la tête et voir le film que la vie nous propose. Alors, scénario que la vie nous propose. Je voudrais revenir, Sidney, à ce que tu posais comme question par rapport aux Vierges Noires, parce qu'on a perdu un peu le fil du coup. J'avoue. Si tu veux bien, je voudrais terminer ce que j'avais dit par rapport à la réflexion qu'on s'était fait quand tu as posé cette question. Est-ce qu'on va parler des dragons? C'est pas... Et puis là, on s'est dit, mais pourquoi il y a les représentations de ce yin primordial, donc ces dragons de feu, de toile. Bon, pour les Chinois, il y a les dragons, toutes sortes de dragons, mais et puis après des vierges, des déités noires, plutôt antipathiques, voire sympathiques, et puis finalement une vierge qui apparaît avec le Christ dans les bras. Et on s'est demandé si ce n'était pas le signe de l'évolution collective, de la conscience collective. C'est-à-dire que la conscience collective arrive, d'ailleurs, au Moyen-Âge, quand arrivent les Vierges Noires, il arrive l'art roman, l'art gothique, c'est une période de dingue. Quand tu vois les énergies qu'ils ont dépensées pour faire ces monuments, ces cathédrales. Le savoir qu'ils avaient. Des vaisseaux, tu vois, à la cathédrale de Bourges, de Chartres, mais c'est des trucs de dingue. Comment ils ont fait pour faire ça en si peu de temps? En plus, et d'une telle puissance vibratoire. Et tu te dis, il y avait forcément à la fois une connaissance. Nous, comme on est très dans le mental, on pense que c'est parce qu'ils avaient... On pense qu'ils pensaient. Ils savaient. C'est pas forcément vrai. Ils avaient une foi.
collective et un effort collectif. Tous les lieux sacrés, tu remarques dans le temps, quand tu remontes, il n'y a jamais... plus tu remontes dans le temps et moins il y a de châteaux ou de demeures royales et plus il y a de temples collectifs. Et tu arrives au néolithique, il n'y a que des Stonehenge, des trucs comme ça, il n'y a que des lieux de culte. Tu ne trouves pas d'habitat de prince en pierre, de machin comme ça. Ça, c'est nos fantasmes de dire « Ah, ils ont fait un tumulus, ils ont mis peut-être 100 ans pour le faire, c'était pour enterrer un chef. » Puis on rigole, non ? Jamais. C'était juste des intentions de culte collectif. C'est vrai, on s'est éloigné du... Comme les pyramides où on a expliqué que c'était des tombeaux. Tout C'est à un fait. peu beaucoup de travail pour faire une tombe, quoi. Même d'un Ouais, ça paraît bizarre. et donc, plus tu remontes dans le temps et moins il y a de jeux, d'ego. Mais par contre, plus tu arrives à notre époque et plus l'ego est prédominant. Mais ce jeu, maintenant, c'est comment on va le remettre au service du nous. En nous collectif, oui. C'est le livre que je viens d'écrire, moi, c'est sur les âmes groupes. C'est mon livre, c'est exactement ça. C'est retrouver cette conscience collective où il y a aussi une manipulation de nous pousser à croire qu'on est des consciences individuées et que c'est l'individuation qui nous rend supérieurs aux animaux. Et en fait, il y a une grosse arnaque dans tout ça. Et l'humanité, évidemment, fonctionne. On le voit même dans les nomades. C'est une conscience collective. Un groupe nomade, un clan, c'est une conscience collective qui a conscience d'elle-même et qui est autonome et qui prend des décisions, qui a une propre volonté. Et dès qu'on se sédentarise, on a la notion de propriété, de séparation, de division. Moi, j'ai plus de biens que toi, donc je mets des murs plus hauts pour les garder. Et je suis complètement d'accord avec vous. Oui, et la survie, c'est vraiment le collectif et c'est pas l'individualisation. Tout à fait. Je vais prendre une question. Alors, à Vézelay, la basilique est consacrée à Marie-Madeleine. Il y a une vouivre en souterrain qui traverserait cette zone. Le culte de Marie-Madeleine est-il indissociable de ces réseaux telluriques ? Alors là, on rentre dans un débat avec Marie-Madeleine. Tu connais Rennes-le-Château aussi ? Oui, bien sûr. La Bessonnière qui a trouvé un trésor. Il est arrivé là-bas avec sa bonne. Tu as vu la photo quand ils arrivent ? Non ? Ils sont magnifiques. C'est un jeune. Nous, on est beaux comme couple, mais eux, ils sont... Oui, c'est vrai. Ils ont le même âge, c'est un super couple. Et bon, à l'époque, on l'appelait la bonne du curé, mais c'était sans doute sa femme. Et lui, il découvre... Je raconte cette histoire parce qu'il y a Marie-Madeleine là-dedans. Il arrive à Rennes-le-Château et l'église s'appelle Notre-Dame, Marie. Et il va découvrir un trésor. Il va léguer tout ce trésor, tout son argent. Il va construire la tour Magdalena. Et il va débaptiser l'église Marie pour l'appeler l'église Marie-Madeleine. Et donc, pourquoi il enlève Marie pour mettre Marie-Madeleine ? Parce que Marie, c'est la mère du Christ et Marie-Madeleine, c'est la femme du Christ. Comme ça, il peut s'autoriser ses... Je pense que la Bessonnière avait tout à fait compris la puissance du truc et du symbole. Et il va donner tout son argent, tout son héritage à sa bonne. Et sa bonne, quand elle va mourir, on ne va plus rien trouver, elle aura tout dépensé. C'est une super bonne femme, elle a tout dépensé. Elle a fait circuler. Fait circuler l'énergie. Et en fait, c'est l'histoire de Marie et de Marie-Madeleine. C'est un peu de savoir déjà, est-ce qu'on vénère l'innocence de la mère, qui est la grosse pathologie des trois religions monothéistes, parce qu'ils vénèrent le père, et puis il y a une seule femme qui a grâce, c'est la mère. Sinon, les autres, tu sais, un peu dans les traditions, je parle pas je fais des généralités, hein, mais c'est un peu ça. Et Marie-Madeleine, elle est la prostituée, elle est celle qui couche, mais elle est le disciple préféré du Christ aussi. Mais est-ce que tu fais pas un lien ? Alors, je vais te donner 3 choses, mais Isis, Marie-Madeleine, Vierge Noire, est-ce que tu fais un lien ? Est-ce que rien du tout ? Est-ce que c'est logique ? Pour parler plus franchement, Marie, elle est vierge, elle n'a pas été fécondée, elle a été fécondée par un ange. Mais Sidney, tu y crois, toi, à ça ? Tu as été à la campagne. C'est une des choses auxquelles je ne crois pas. Je crois au miracle de Jésus, mais j'ai du mal à concevoir l'insémination par l'esprit. Oui. Mais bon, peut-être que...
si on le prend au niveau symbolique et qu'on va chercher couper les cheveux en quatre, mais pour le commun des mortels, tout le monde dit bon, c'est pas possible. Pourquoi ils disent ça? On n'en sait rien. Admettons. Mais je pense que au moment du concile de Nicée, il y avait l'idée que le dieu chrétien ne devait pas être moins puissant que les dieux polythéistes. Et je crois qu'il y a eu un amalgame par rapport à certaines divinités des anciens panthéons, où il fallait au minimum que la Vierge ait les mêmes attributs que certaines déités grecques, sumériennes, romaines. Et c'est pour ça qu'à un moment, on fait un pont. Et d'ailleurs, même en Inde antique, on a, je ne sais plus quelle déesse qui est pareil, qui est vierge et qui donne, je crois que s'il donne naissance à, je crois que c'est Krishna ou je ne sais plus. Enfin, voilà, on a vraiment pour moi, c'était plutôt stratégique et politique. Mais c'est vrai que l'esprit est créateur et j'aurais pas de mal à ce que l'esprit se compacte pour donner naissance, créer un miracle, faire apparaître la vie. Ça me choquerait pas non plus. Ouais, si tu veux, moi je suis d'accord avec tout ça, c'est des théories, c'est comment dire, c'est du mental. Voilà, t'y crois ou t'y crois pas. Mais quand tu es comme moi un fils de paysan, on n'a jamais vu une femelle qui soit fécondée sans qu'il y ait un mâle qui soit passé par là. Tu vois? Tu vois le bon sens paysan. Donc, tu peux raconter ce que tu veux à mon cerveau et lui dire mais si, c'est un concept intéressant, tu comprends la virginité, c'est bon. Oui, d'accord, mais ça reste conceptuel, c'est des trucs là. Mais mon cerveau rationnel, paysan, il dit ouais, mais je vois pas à quoi ça me sert de croire ça puisque je ne peux pas le vérifier dans la nature. Ça, c'est très taoïste. Si ce que tu crois, tu ne peux pas le vérifier dans la nature, les taoïstes, ils vont te dire laisse tomber. Oui, mais toi, tu enlèves tous les miracles. À ce moment-là, on ne peut pas redonner la vue à un aveugle, permettre à un infirme de marcher. Non, c'est pas ça. Je parle de Marie et de Marie-Madeleine. Oui, mais les miracles, tu ne peux pas les vérifier non plus, si on va au bout du raisonnement. Oui, mais tu peux en trouver une analyse symbolique qui est sympathique. Et moi, je n'irais pas dire que les miracles n'existent pas, tu vois. Parce que tout le monde a vu autour de soi. Moi non plus, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Mais c'est vrai que c'est... On connaît très peu des possibilités du corps, quand il est aligné, corps, âme, esprit, on connaît très peu des possibilités, en fait. Et moi, je suis pas d'accord. Dans la nature, il y a par exemple, tu prends les fourmis, certaines fourmis peuvent auto-engendrer un mâle, les fourmis qui sont les reines, hein, quand elles créent de nouvelles colonies, elles portent en elles la capacité, au niveau génétique, d'auto-engendrer un mâle qui va les féconder et créer toute la colonie. Donc, il y a des exemples dans la nature quand même d'auto-fécondation et d'animaux qui, hermaphrodites ou qui s'auto-fécondent. Les abeilles choisissent de fabriquer des mâles pour... Ouais, mais elles ont besoin du mâle pour aller féconder la reine. Hein. Oui, mais elles arrivent à auto-engendrer en tout cas un fils, pas une fille. Ouais. Ouais, elles peuvent le fabriquer. Elles ont... Mais je reviens sur Marie et Marie-Madeleine, c'est parce que Marie, cette histoire de virginité, ça, tu vois, ça... Par contre, Marie-Madeleine, qui, elle, serait une prostituée qui couche avec des hommes, mais notamment avec le Christ, ça parle aux gens. Ils ne sont pas neuneux, tu vois. Parce qu'ils disent, ben oui. Et si tu demandes à une femme, et c'est là où c'est grave, si tu demandes à une femme, est-ce que tu préfères être Marie ou Marie-Madeleine? Il y a les deux. Je pense qu'à notre époque, il y a les deux. Si tu ne lui expliques pas le truc, elle va dire Marie, parce que c'est la sainte. Chez les jeunes, je pense qu'il y a un côté plutôt libéré. Et je ne serais pas surpris que chez les jeunes, il y ait beaucoup de Marie-Madeleine. Hein. Je préfère. C'est une bonne nouvelle. Oui, moi je pense aussi. Et donc, l'histoire pour revenir à la question sur Vézelay, l'histoire que Marie-Madeleine serait associée à une veine tellurique, pourquoi pas? Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que c'est une veine tellurique qui est fécondable. Tu vois ce que je veux dire par rapport à notre inconscient? Marie, il ne faut pas y toucher, alors Marie-Madeleine, elle est fécondable. Et donc, elle peut porter des fruits. Concrètement. Tu vois? Moi, je le verrais un peu comme ça. Juste au niveau symbolique, sans aller plus loin. Oui. Alors, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Rose, par rapport à ça. Sinon, on peut continuer. Si, vous pouvez continuer, mais vous me faites rire. J'ai l'impression que tu es spectatrice depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Oui, les deux hommes qui parlent de Marie et de Marie-Madeleine, ça me fait rire. J'ai fait tout un atelier sur Isis l'été dernier, en juillet, et c'était génial, justement. Oui.
Et, Comment et explorer le féminin quand on est des hommes? Mais les hommes sont dans la matière aussi, dans le corps, hein. tout Et à moi, je fait. suis convaincue que les miracles existent. Et c'est évident. Et le miracle, il est à l'intérieur de nous. Et je pense qu'il est justement, quand on s'abaisse, quand on s'incline devant la nature des choses, la nature de la vie, la terre-mère, quand on dit oui, je fais partie de la vie. Et là, ça peut circuler en nous et le miracle peut s'accomplir. Avant, il n'y en a pas. Avant, dès qu'on est débranché, décollé, il faut vraiment accepter de descendre, de devenir la nature, de devenir comme les plantes, les animaux, les végétaux, les minéraux, de devenir ça. Et là, on a la connexion et là, tout peut arriver. Avant, c'est difficile parce qu'on force. Quel est l'enseignement de tout ce qu'on dit par rapport à, depuis tout à l'heure, sur la Vierge Noire, sur les dragons, pourquoi pas sur Marie-Madeleine? À quoi ça nous sert dans notre époque de grand tumulte et comment réussir à ancrer ces enseignements dans la matière et réussir à les transmuter pour que notre vie quotidienne, alors je sais que ça peut faire un peu stratégique, mais comment faire redescendre ces connaissances dans la matière pour mieux vivre cette période? Vaste question. Alors moi, les dragons, ça m'a fait penser tout de suite à Avatar. Ok. Ça me fait rêver. Ça me fait rêver parce que dans ma construction, c'est mon idéal de sauveuse, etc., qui est là. Mais je sais que ça, c'est pas utile parce que les sauveurs finissent mal. Et j'ai expérimenté, j'ai pas du tout envie de poursuivre dans cette voie. Et donc, par contre, le dragon, c'est la puissance. Et c'est la puissance en bas, mais ça peut être la puissance en haut si on est branché dessus. Dans Avatar, c'est intéressant. Il est branché avec le dragon à l'arrière au niveau de l'esprit. Donc, si on a l'esprit clair, on peut guider le dragon et s'en servir. Et c'est notre puissance intérieure. Et je pense que les Vierges Noires, c'est la même chose. Si on accepte ce que je disais juste avant, si on dit oui, si on s'incline, c'est tous ces mots qui peinent. Moi, je vois les femmes peinent à dire, allez, je me soumets. Mais les femmes ne veulent pas soumettre. Mais si, on est obligé de se soumettre aux lois de notre corps, sinon on ne peut pas exister. On est obligé de se soumettre au cycle, jour, nuit, etc. Et quand on se soumet, là, la clé, elle est là. On devient maître, justement, quand on entre dans la grotte, on devient maître. On amène notre conscience lucide et là, on peut changer les choses. Comme se mettre au service, en fait, c'est un petit peu comme la dévotion, ce que tu nous décris. C'est se mettre au service, pas de l'extérieur, sinon c'est du sacrifice, de l'oubli de soi, pas du tout. C'est se mettre au service de soi pour prendre sa place, pour exister tel qu'on est, pas plus, pas moins, pour se réaliser. Voilà. Le problème des personnes, moi je trouve à l'heure actuelle, c'est qu'elles ne se réalisent pas, elles dépriment. Comment faire, quoi faire, je suis perdue, je suis paumée, j'ai pas d'argent, j'ai pas de compagnon, j'ai pas de... Il y a un truc qui est vide. Et je pense que là, les personnes sont plus reliées à leur énergie interne, leur puissance interne. On la cherche ailleurs, on la critique ailleurs, mais on la vit pas à l'intérieur. Et je pense que c'est ça qu'il faut retrouver. Où est notre source et puis notre puissance pour pouvoir s'en servir, parler, dire, rire, enfin, s'ouvrir, quoi. Il y a un truc qui est fermé en ce moment et qui doit s'ouvrir. Je te laisse la parole, Gilles, après. Il y a juste une question que je trouve très intéressante et peut-être, Rose, tu peux nous répondre dessus. Lilith, dans tout ça, est-ce que, justement, il y a un lien entre Lilith, Marie-Madeleine, les Vierges Noires, ou même Gilles, si tu veux répondre. Dis-moi ce que tu entends par Lilith. C'est compliqué. Pour moi, c'est l'énergie qui précède Ève, en tout cas dans les textes anciens. Ça peut être aussi Lilith. En astrologie, je pense que c'est considéré comme la lune noire. Je crois qu'on associe à Lilith. Il y a plusieurs dimensions à Lilith. La question n'est pas précise, en tout cas. Peut-être que c'est le yin primordial. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être. Ça, du yin primordial, c'est-à-dire du chaos primordial, ce qui a précédé l'ordre.
C'est un peu comme ce que disait Rose tout à l'heure, la bouillie de Oui. L'obscurité primordiale, ouais. Ouais, de la bouillie de la cellule qui va donner naissance au papillon. Tu vois. Et c'est le champ de tous les potentiels, en fait. Mais ça fait vachement peur, ce truc-là. Hein. Parce qu'on est obligé d'accepter, comme tu disais, la décomposition, la transmutation, le rien. Se mettre à plat, vider, nettoyer son ego, nettoyer ses croyances, nettoyer ses peurs, ses culpabilités. Là, c'est un travail d'alchimie, mais où on doit disparaître dans notre construction de base pour émerger dans ce qui est à travers nous. Je dis prendre sa place, mais on ne sait pas ce que c'est en fait. On le découvre en le vivant, en vidant, en nettoyant ça. Je pense que le dragon, il est là, il est puissant. Puisqu'on revient, moi je reviens au dragon, cette énergie de création, elle est là, ce feu de la terre, il est là, et c'est vraiment quelque chose à chevaucher, à aimer. Au lieu de dire j'en veux pas, ça me fait peur, à aimer. C'est comme si j'aime cette puissance qui est en moi et je me relie à ça. Et c'est le problème du non-lien qui fait qu'on est extérieur à cette puissance et ça nous fait peur et on n'arrive pas à la maîtriser, on reste petit, c'est déprimant. Enfin, voilà. J'ai l'impression qu'en ce moment, on vit ce problème-là de vide de lien. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne doit pas avoir la même façon, les hommes et les femmes, de traiter ça, tu vois. Oui. Parce que, tu vois, par rapport à la caverne où tu parlais du serpent qui est dedans, une fois, j'y étais allé, mais tu n'étais pas là. Il y avait, c'était avec un autre groupe, là. Et à un moment, dans le boyau, j'ai eu la vision que tout le boyau de la caverne, quand un moment on rentre dans un boyau qui fait que tu passes juste debout, quoi. Et ce boyau était la gueule du dragon, comme ça, ouvert. Et qu'en fait, en rentrant dans le boyau, on allait rentrer à l'intérieur de l'entité. Et cette fois-là, ça avait fait un truc bizarre, parce que du coup, tu affrontes une peur terrible, parce que tu vas rentrer dans la gueule. On entre dans la mort. C'est la mort. Et la mort de l'ego qui est là, c'est lui qui a peur. Notre âme, elle n'a pas peur, mais l'ego, il a terriblement peur de disparaître. Et là, si on entre, il n'y a plus que l'âme qui chante. Alors là, c'est terrible. Mais en même temps, c'est salvateur. C'est un peu comme Jonas qui se fait avaler. Oui. Et en fait, il faut juste être persuadé que tu es. Et c'est ça qui est difficile pour les hommes, c'est que tu es un être spirituel. Et donc, que tu as le pouvoir de féconder, on en parlait tout à l'heure, par le verbe, par n'importe quoi. Et donc, tu rentres en disant, je sais que je suis un être spirituel, je ne peux pas être détruit. Et à ce moment-là, dans le ventre de la bête, du dragon, si tu es l'étincelle spirituelle, ça va faire ça va transformer la bête. Et la bête va être à ton service. Dans la sexualité, c'est exactement la même chose. J'ai vécu exactement ce que vous dites dans des cénotes au Mexique, ces gouffres où il y a de l'eau. Et après une initiation, je me suis retrouvé à aller me baigner dans une cénote. Et là, j'ai hurlé de toutes mes tripes parce que je me faisais avaler par cette immense bouche avec ce liquide presque amniotique. Et j'avoue que j'ai hurlé jusqu'à perdre la voix. Et c'est ça qui m'a fait rentrer un moment dans une autre étape, mais j'ai cru mourir, moi, dans ce cénote. Ouais, donc je vois très bien ce que tu veux dire. On a beaucoup parlé du dragon intérieur. Vous êtes aussi, dans votre pratique, quand même très connecté aux énergies telluriques, aux gardiens des lieux, à ces énergies sacrées. Est-ce qu'on peut aborder aussi cette partie-là du dragon, c'est-à-dire en lien avec justement les sites sacrés voilà. Ouais, sur les sites, tu vas trouver, pas toujours, mais souvent, tu vas trouver ce qu'on appelle un gardien. Et effectivement, quelquefois, il a un aspect un peu terrifiant. Tu te rappelles la caverne dans les Pyrénées, là. Ça faisait un aspect vraiment pas sympathique, un peu fantôme, où tu vois une forme d'arbre ou de rocher qui est vraiment sérieuse, qui est là. Et ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend de ton état d'esprit. C'est vraiment toi qui crée la réalité, hein. C'est pas la réalité qui t'impacte. Si tu crois que la réalité c'est un gardien avec des armes et puis des kalachnikovs et puis qui t'en veut, puis il va falloir montrer patte blanche ou il va falloir lutter ou je sais pas, ça va se passer comme ça. Mais si tu crois que le gardien c'est un simple concierge
qui est là pour prévenir le lieu que tu arrives. Bon, tu lui dis bonjour et puis tu passes, quoi. Tu vois, c'est vraiment un état d'esprit différent. Nous, on le conçoit plutôt comme un concierge maintenant, parce qu'après plein d'expériences, on s'est rendu compte que le gardien, il nous laisse toujours passer, qu'il demande juste une attention, de faire attention à lui, c'est-à-dire il est là. Et puis de l'écouter, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, maintenant, ce qu'on fait depuis longtemps, mais on lui demande de quoi il a besoin avant de faire une demande pour nous. C'est comme si on demandait à la terre-mère, j'arrive, de quoi as-tu besoin? Et une fois que toi, tu es en paix, moi, je vais pouvoir m'exprimer, exister, éclore dans ce que tu peux me proposer. Et Mais- ça, c'est... Oui. Mais là où je me différencie peut-être de votre point de vue, c'est que vous avez quand même des pratiques courantes qui vous donnent un certain alignement, mais je ne suis pas sûr d'être d'accord avec le fait que les gardiens, ils laissent toujours passer. Il y a quand même des endroits où on n'est pas le bienvenu. Peut-être Si. qu'ils vous laissent passer vous, mais je ne suis pas sûr qu'ils laissent passer tout le monde. Donc, en tout cas, voilà, moi, je n'aurais pas l'idée de dire non, c'est... Enfin, après, de ne pas le sacraliser non plus trop pour trouver le bon dosage, ça, je suis d'accord. Voilà. Ouais, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on contacte. Quand tu vas sur un lieu sacré, le lieu, il est fait pour accueillir des gens. Et même si les gens ils viennent avec un Polaroid faire des photos, le gardien les laisse passer, c'est pas un souci, tu vois, parce que le lieu, il est fait pour les humains. Par contre, Oui. moi, quand j'ai fait des expériences il y a 30 ans au début en géobio, où j'allais chercher un peu le contact, par exemple, dans la Bellevue, une fois, j'avais essayé de contacter la veine de roche qui fait la clue, toi. Tu arrives dans une gorge et puis tu as les roches qui font tchac, ça ferme. Et là, tu as juste le chemin pour passer. Et je m'étais dit, tiens, là, il doit y avoir un gardien, puisqu'il y a ça. Je vais aller demander au gardien de la roche, donc à la veine tellurique, je vais me présenter, croyant que c'était une porte d'entrée. Tu vois, en géobiologie, on fonctionnait beaucoup avec des portes d'entrée. Et je voulais entrer à un niveau supérieur, ou un niveau inférieur, mais supérieur, c'est pareil, toi. Et quand je suis allé interroger la roche, j'ai été très surpris parce qu'il y a une voix d'outre-tombe qui lui a dit « Qu'est-ce que tu me veux, toi ?» Un truc comme ça, toi, dans l'avenir, mais qu'est-ce que tu viens m'emmerder? Laisse-moi tranquille, quoi. C'était choquant, je m'y attendais pas du tout, tu vois. Et j'ai l'impression que je dérangeais des forces qui ne demandent rien. Hein. Moi, si je peux parler par rapport aux gardiens, en fait, la manière dont on approche les lieux maintenant, les lieux sacrés, on les laisse parler, les baguettes bloquent, ferment. Qui ça concerne telle personne? Pourquoi ça bloque par rapport au lieu sacré? Et là, on a l'explication, le lieu, le gardien nous donne l'explication du blocage de la personne. Et tant qu'elle n'a pas vu et changé de conscience, en fait, on ne peut pas passer. C'est comme si c'était un sésame, ouvre-toi. Et sésame, il ne s'ouvre pas si la personne dit non, je ne peux pas accéder au sacré parce que dans mon enfance, j'ai vécu ça. Donc, il y a tout un travail de conscience. Et je me rappelle, par rapport aux gardiens, on était notre premier voyage un peu initiatique avec Gilles au Pérou, 5 semaines. En fait, c'était notre voyage test. On est parti au Pérou pour voir si notre couple pourrait tenir ou pas. Bon, ça a l'air d'aller. Apparemment, ça a été réussi. Et donc, on était sur le lac Titicaca, sur une île, l'île Amantani. Et cette île, la particularité, c'est qu'elle a 2 temples, un pour Pachapapa d'un côté et l'autre Pachamama. Et donc, on a été vraiment bien initiés par la vie. Et une nuit, je dormais et dans mon rêve, et c'était un rêve où, à moitié là, j'ai entendu une voix. C'est comme si c'était la terre-mère qui me disait, mais vas-y, passe par la fenêtre, sors, c'est ouvert. Mais une voix qui venait du fond, comme si le gardien du lieu, il me disait, mais vas-y, n'hésite pas. Et je m'en souviens toujours, je l'ai toujours en moi, cette voix. Comme si ce gardien-là réveillait mon âme au-delà de mes peurs et de mes doutes pour que je puisse contacter la vie. En fait, depuis, ou c'est peut-être dans ma nature, mais j'ai la foi. En fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Et en même temps, j'ai eu des expériences qui m'amènent d'autres conclusions sans pour autant invalider la vôtre. Moi, il m'est arrivé, par exemple, quand j'étais en Polynésie, aux îles Marquises, à un moment de me retrouver à vivre dans une maison pendant quelques mois sur un ancien site sacré, ce qu'on appelle les marae, qui sont des sites dédiés aux anciens, voire des anciens cimetières. Et même en demandant les gardiens des lieux, sachant que c'était une autre culture, c'était pas simple. Mais le lieu m'a complètement et nous a complètement rejetés.
Et le groupe a explosé. On passait notre temps à se disputer les uns les autres. Il y avait une tension permanente. C'était pas pour nous. Et je sais que, par exemple, moi, je m'intéresse un peu au mana. Par exemple, on en parle beaucoup en Polynésie du mana, cette énergie. Et donc, il y a des îles qui te rejettent et qui ne... Tu vois, tu rentres, le mana, il n'est pas compatible. Alors, il y a d'autres humains pour qui c'est compatible. Je dis pas qu'il n'y a aucun humain qui vive dessus. Hein. Mais donc, je suis à la fois d'accord avec vous parce que c'est peut-être une question de qu'est-ce que j'ai réglé en moi qui fait qu'à un moment, je peux aller partout si j'ai tout vu en moi. Mais en même temps, on est tous différents. Il y a peut-être des spécificités avec certaines fréquences qui sont plus adaptées que d'autres. Quoi. Mais il n'y a pas que ça aussi. Moi, j'ai l'expérience au Tibet. Il y a 30 ans, là, je vais au Tibet et j'étais pas avec Rose, j'étais avec une autre femme et on va visiter les temples. Mais on était déjà bien branchés énergétiques et on a tout de suite senti au Tibet, il y a beaucoup beaucoup d'énergétique et pour pas dire des gros mots, c'est un peu lourd des fois. Et il y a un jour, on veut aller voir un temple et ça résiste. Bon, mais ça fait rien, on va y aller demain. Donc on dort dans la tente. Et on était 2 couples et 2 tentes séparées. Et dans la nuit, il y a dans notre tente, on a entendu un éboulement de rochers et de bruit de casserole, mais on a cru qu'il y avait un éboulement de roches qui allait nous engloutir. Et on était terrifiés, tu vois. On n'est pas sortis, rien. Le lendemain matin, on sort de la tente et on va voir l'autre couple qui était à 3 mètres. On leur dit, vous avez entendu ce boucan cette nuit ? Non, rien entendu. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on n'a pas trop envie d'aller au temple. Ben, nous, on y va. Et eux, ils partent. Et ils y vont. Bon. Nous, on essaye. On attend un petit peu, puis après, on essaye. Dès qu'on faisait un pas en direction du temple, on n'avait plus de respiration. On était comme ça, tu vois. Bon, on était en altitude, mais on ne pouvait pas marcher. Et à un moment, moi, j'ai dit, stop, on arrête. On arrête de forcer. On n'y va pas. On s'est retourné et instantanément, hop, notre respiration est revenue. On est parti. Nous, ça s'est bien passé. Par contre, le couple, ils sont revenus du temple. Ils ont dit, on ne veut plus vous voir, on se sépare. Eux, ils sont partis de leur côté. Lui, il s'est retrouvé aux urgences avec le mal d'altitude et tout. Leur couple a pouf. Et nous, on est persuadés qu'il y avait des énergies qui nous disaient, vous ne passerez pas. Et qui on est pour aller lutter contre ça ? Mais moi, le lieu dont je vous parle m'avait coûté mon couple de l'époque. Hein. C'est-à-dire que il y avait... Ouais, c'était... Ouais. Oui, ça fait du pas normal, en fait. Le normal, c'est quand ça se marie. Et là, ça fait du pas normal. Ça fait de la division. On en parlait tout à l'heure. Mais c'est sûr qu'il faut écouter les synchronicités, ce qui se passe, puis nos envies. J'ai vu quelqu'un dire, mais il faut écouter son ressenti, évidemment. Oui. Après, ce que vous dites... Juste pour bien préciser, quand tu vas sur un lieu sacré fait pour nous, tu vois, les lieux occidentaux faits pour nous, il n'y a aucune raison qu'un gardien te repousse, sauf si le lieu a été pollué par des rites, des machins. Ça arrive, hein, mais c'est rarissime. Aussi, il y a des âmes, quand tu parles de cimetière, comme tout à l'heure, s'il y a des âmes qui sont bloquées, qui sont perturbées, qui sont polluées, alors ça, c'est évident. Nous, ça nous a appris à les dépolluer puis à les aider à partir pour apaiser le lieu. Sinon, c'est impossible. Ou que tu as dérangé les morts. Ouais. Nous, c'est au Pérou, on a fait une pyramide où il y avait des momies. On a fait l'approche de la pyramide avec les baguettes. Et on a dérangé des énergies. On a été emmerdés pendant des mois en rentrant en France jusqu'au jour où on a allumé une bougie en mémoire à ces gens qu'on avait dérangés. Et ça s'est arrêté. Pouf. C'est impressionnant. Donc, on est d'accord que c'est un mélange de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter cette question d'un seul point de vue. Il y a à la fois une différence culturelle. Faire passer des morts, c'est une chose. Faire passer des morts d'une autre culture qui ne sont pas du tout habitués à notre façon de faire, ça peut marcher, mais ce n'est pas forcément une science exacte. Il y a l'idée que des fois, il y a des lieux où il y a des morts, des entités un peu, peut-être, je sais pas, des suicidés, je ne sais pas, qui pourraient perturber un petit peu les choses. Et bien évidemment, il y a ce que vous dites aussi. Si en moi, je suis complet, aligné et en unité, il n'y a pas de raison que ça me perturbe. Mais malgré tout, il y a quand même des cas exceptionnels. Donc, je crois que c'est pas peut-être une réponse unique à cette question-là. Oui, c'est vrai. Puis, tu vois, la mentalité occidentale de dire on peut profaner des tombes, c'est de l'archéologie. Oui. Nous, quand on est allé en Égypte, il y a des endroits où on est ressorti en courant. Tu vois, il y a la malédiction de Toutankhamon, ou tous ceux qui ont visité le Tombes. Oui. Heureusement qu'on avait des outils pour se dépolluer, parce que sinon, tout le monde s'engueulait dans l'avion en rentrant. Mais bon, il faut faire attention où on va, parce que en France, ça s'appelle une profanation de tombe. Là-bas, c'est de l'archéologie.
faut savoir, toi. Bah, tu vois. Là, nous, ce qu'on avait fait chez les Incas, là-bas, la pyramide où il y a des momies, c'était une pyramide où il y avait des momies. C'était une profanation de tombe, ce qu'on avait fait. Mais nous, on ne le savait pas à l'époque. Bon, on a appris, hein, on a dit, bon, quand il y a des morts, tu les laisses tranquilles. Il y a encore un commentaire. D'après les anciens, les maisons sont habitées, comment les honorer, c'est-à-dire une maison qui est ancienne, afin de pouvoir allier nos énergies avec nos maisons, par exemple, quand on l'achète. Car j'ai l'impression que la géobiologie ne suffit pas. Oui, parce que l'esprit, en fait, tu vois, ça c'est un concept qui est un peu notre truc, c'est que quand tu commences à dessiner une forme, tu es un humain, tu prends un papier et tu dessines un rectangle et tu dis ça va être ma maison qui va être sur le terrain, la parcelle B52 là-bas. À partir de ce moment-là, l'invisible commence à se matérialiser. Alors ça paraît bizarre, mais nous, aux baguettes, on va pouvoir détecter sur le terrain la forme du permis de construire. Comme si sans l'avoir vu, l'intention prenait déjà forme dans le terrain, dans le concret. Ça, c'est pour neuf. Mais pour de l'ancien, pardon, moi je sais que je vais déménager dans une maison ancienne, c'est pas du tout la même chose. Oui, j'y viens. C'est que l'intention de l'humain va se matérialiser dans la forme. Et la forme, elle va être habitée par des habitants. Et l'esprit du lieu va se teinter des habitants. Ce qui fait que quand tu as un nouvel habitant qui arrive, l'habitant, il va commencer par tout vouloir refaire, les peintures, les draps, les machins. Parce qu'il sent qu'il y a une autre énergie qui n'est pas à lui, et donc il est comme si tu devais changer de vêtements parce que ce n'est pas tes vêtements. Il faut reprendre possession du lieu et dire à l'esprit du lieu, qui est toujours le même, mais dire, c'est comme si c'était un chien qui a appartenu à M. Dupont, toi tu arrives, tu t'appelles Durand, le chien il va toujours là, il est à ton service, mais il dit, mais moi, avec Dupont, je mangeais un sucre tous les jours. Donc, je veux mon sucre. Mais toi, tu dis, moi, je m'appelle Durand et moi, je ne te donne pas de sucre. Ben, il faut lui dire à l'esprit du lieu qui tu es et ce que tu veux. Donc, là, nous, ce qu'on fait dans les harmonisations, c'est qu'on réharmonise les nouveaux habitants avec l'habitat, c'est-à-dire avec l'esprit du lieu. C'est ça qui est fondamental. Tous les nettoyages de géobio, ils sont intéressants. Hein. Passer de l'encens dans les pièces, tu peux faire plein de trucs. Mais il y a un truc qui est fondamental, c'est reprendre possession non seulement de l'esprit du lieu, mais de la trinité corps, âme, esprit du lieu, c'est-à-dire du masculin, du féminin et de l'âme du lieu. C'est ce qu'on apprend, nous, dans nos formations. Est-ce qu'il y a des lieux où c'est impossible ? Pas de votre expérience. Est-ce que l'un de vous deux peut allumer la lumière, parce que vous êtes de plus en plus sombre ? Attends, où est-ce qu'on a de la lumière ? Attends, je vais faire ça. Là, ouais. Non. Alors ça, c'était couper la caméra, c'est peut-être pas le bon bouton. T'as rallumé ? Oui. Attends, ça va revenir. Ouais, t'inquiète. On va continuer. Alors, je vais en profiter pour faire une petite page de publicité. Donc, on retrouvera bien évidemment Rose et Gilles le 11, 12, 13 septembre pour l'événement en présentiel L'Appel des Dragons. Ils vont nous parler, donc, ils vont nous expliquer leur atelier là dans quelques instants. Et donc, voilà, c'est un événement en présentiel organisé par Rayonnance. On a déjà fait une émission il y a à peu près 15 jours pour en parler. Et donc, je voulais vous présenter un petit peu ce soir le travail de Rose et Gilles par rapport à cet événement. Je vais donc afficher le temps qu'ils se reconnectent. Non, je vous vois toujours pas. Voilà, donc, non, si vous voyez pas vous-même à l'image, je vous verrai pas non plus. Tant que vous voyez pas. Je vais aller demander à. Ouais. Je vais aller demander à voilà. Gilles. Donc, l'Appel des Dragons, ça va être l'événement en présentiel, encore une fois. Donc, on est vraiment sur des dragons liés aux énergies telluriques qui vont être très concrètes, très pratiques. Et on est vraiment dans l'idée d'aller vers une expérience en présentiel. Au niveau des intervenants pour cet événement de l'Appel des Dragons, on a Virginie Lafont, Françoise Roberti, Philippe Gilbert, Flavie Guéant, Rose et Gilles Gandy, Mathieu Lavaux, Mona Dessat et moi-même. Voilà, donc ce sera en présentiel dans un lieu qui s'appelle le Château Joyeux de Viollet, qui est à côté de Carcassonne. Et donc, évidemment, vous aurez accès à un groupe Telegram où vous pourrez
profiter donc de l'organisation pour le co-hébergement, le covoiturage. Il y aura de la nourriture haute en vibration sur place. Voilà, la possibilité aussi de monter un stand. Je vous invite vraiment à cliquer sur le lien que vous avez ici en description. Voilà, ou vous l'aurez en description de la vidéo ou encore une fois en commentaire de celle-ci que j'épingle. Et en tout cas, voilà, c'est une vraie joie de vous recevoir pour cet événement qui va être voilà, très, 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 très puissant. On avait vraiment à cœur avec Amélie de choisir des intervenants ancrés dans la matière, dans la conscience, parce que c'est vrai que sur un événement Dragon, voilà, on peut se dire que les énergies peuvent être très, très fortes. Et donc, on a vraiment eu à cœur de réaliser un événement ancré. Et évidemment, le vendredi soir, il y aura toute une cérémonie d'ouverture et d'intronisation où vous aurez la possibilité de vivre une cérémonie au tambour, voilà, d'ouverture du cercle sacré. Et bien sûr, à la fin, une cérémonie de fermeture de ces énergies. Donc voilà, c'était pour la présentation. Je vais redonner le micro à Rose et Gilles, que je ne vois toujours pas. Voilà, je ne sais pas s'ils ont pu résoudre le problème, mais on va peut-être s'approcher de la fin tranquillement. Sinon, là, voilà, je viens de rallumer votre micro. Est-ce que vous m'entendez ? On t'entend, mais on n'arrive plus à rallumer. Eh ben, c'est pas grave, on va aller de toute façon doucement vers la conclusion de. Ça y est. Oh là là, voilà, super. Écoutez, en tout cas, moi je suis ravi. Peut-être nous redonner un petit mot sur votre participation à l'événement L'Appel des Dragons. Qu'est-ce que vous allez nous proposer comme expérience, parce qu'on a bien compris qu'on y allait pas pour de la théorie, mais pour de la pratique. Oui. Ce qu'on aimerait bien, c'est pour donner une pratique d'ancrage, ça c'est clair, et donner des clés pour. Si tu veux, on peut toujours avancer d'un pas, on ne peut pas avancer comme ça. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement, parce qu'il faut être, comme tu me disais, prudent, mais en même temps, on a toujours un pas à faire, quel que soit notre âge, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos pratiques. Alors nous, ce qu'on peut faire en atelier, c'est se servir des baguettes et demander à l'invisible de nous aider. Il suffit de lui donner le thème et de dire à l'invisible, voilà, le thème de l'atelier, ça va être d'aider les gens à faire un pas vers leur transmutation. Tu vois, parce que j'hésitais tout à l'heure à en parler, mais quand tu affrontes, quand tu expérimentes de te frotter un peu au dragon, d'aller le dragon intérieur surtout, eh bien en fait, ton taux vibratoire va petit à petit muter. C'est-à-dire que tu vas changer de fréquence vibratoire. Ce qui fait que tu ne vas plus rencontrer les mêmes choses dans ton habitat, tu ne vas plus rencontrer les mêmes personnes, tu ne vas plus rencontrer les mêmes obstacles. Et tu ne vas pas avoir la même conscience. Et plus notre conscience change, en fait, plus le taux vibratoire peut changer. Mais ça, je trouve que c'est surtout la conscience. Et ne plus plonger, comme je disais tout à l'heure, dans les mêmes habitudes, dans les mêmes radotages, pour pouvoir changer et maîtriser ces énergies. Donc, avec les baguettes, comme dit Gilles, moi, j'aimerais bien qu'on explore des pistes pour aller doucement, mais sûrement, vers des pratiques simples et efficaces, que les gens soient les pieds sur terre dans leur vie, pour qu'elles puissent avancer et être heureux. Voilà, moi, j'aimerais ça. Oui, moi aussi, et je trouve ça génial. Et encore une fois, cet événement Dragon, même si on parle d'un thème qui fait rêver, et c'est le cas, hein, ça fait rêver, c'est un événement qui est là pour avoir un apport profond et durable dans nos consciences et qui génère un avant et un après. Et l'idée, encore une fois, c'est de vivre une transmutation, parce que le dragon, c'est aussi l'œuvre alchimique de la transformation et de la transmutation. Et je crois qu'on a tous besoin aussi d'outils pour traverser cette période de grand tumulte et de remous. Et l'idée, c'est vraiment d'aller, à travers cette expérience de l'Appel des Dragons, vivre cet ancrage et cette transmutation. Et encore une fois, voilà, ça va être une expérience bien évidemment haute en vibration. C'est pour cela qu'on fait beaucoup de prévention sur l'ancrage, parce qu'on ne peut pas monter si on n'est pas ancré. Et ça va être vraiment quelque chose sur lequel on va mettre une attention toute particulière pendant ces 2 jours, enfin presque 3, sur rester bien présent ici. Et c'est pas une fuite, c'est vraiment un retour à l'intérieur, à la transmutation intérieure et à la connexion avec nos lieux, nos habitats, les sites sacrés. Donc c'est vraiment ce double mouvement dans cet événement de l'Appel des Dragons, c'est-à-dire intérieur et en connexion avec la conscience de la Terre, des lieux, des gardiens et évidemment des dragons.
Voilà, je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin pour conclure notre Moi, échange. j'ai un petit mot, Sydney, un mot qui est Vas-y. drôle. On est à côté du Mont-Saint-Michel. Il y a 2 ans, on est venu au Mont-Saint-Michel avec les baguettes et vraiment, on a eu des cadeaux. Une personne qui avait un cancer de la peau à l'arrière, le rite que les baguettes nous ont proposé, 2 jours après, c'était sec alors que ça suintait. Donc, tu vois, il y a eu quelque chose. Je ne vais pas plus loin, mais je voulais te dire un truc. On était tout en haut dans la cathédrale. Et en haut dans la cathédrale, il y a un escalier qui descend. Et là, ça va vraiment bien avec ce que tu dis. Et donc, on voulait descendre, Gilles voulait descendre, et puis le prêtre qui arrive dit non, 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 c'est pas pour vous, c'est pour nous. Et puis Gilles. C'est un raccourci. C'est un raccourci. Et puis il dit vous voulez peut-être savoir où est Dieu? Il nous pose comme ça le prêtre. Parce que nous, on voulait descendre dans la salle dessous il y a la Vierge Noire et les chapiteaux. Et alors, il dit vous voulez peut-être savoir où est Dieu? Vous croyez qu'il est en haut? Et il nous montre comme ça. Vous vous trompez, il est en bas. Et regarde, il est en bas, il fait comme ça. Dans la cathédrale, il nous tient et il dit il est en bas. Donc là, ce que tu dis, allez, descendez les pieds sur terre, c'est en bas, en fait, que ça se passe. C'est pas en haut. Je suis d'accord. En haut, ça nous perd. Et donc, c'est vraiment génial. Avec Saint-Michel, c'est vraiment le sujet. Oui, puis on sent qu'il y a finalement, c'est comme s'il pointe aussi vers le bas, Saint-Michel. C'est ça le code secret, en fait. Oui, allez voir en bas. Oui, exactement, exactement. Merci Rose et Gilles, merci voilà, de ce moment ensemble. Et ben, on se voit dans 2 mois et demi, et j'ai trop hâte voilà, pour le 13. Prenez soin de vous, bonnes vacances, et puis merci pour ce moment partagé, et merci pour ces belles fréquences, parce que je pense que l'émission était importante dans ce qui a été partagé. Et je crois qu'on a abordé beaucoup de sujets qui, à mon sens, sont importants. Voilà, donc n'hésitez pas à réécouter l'émission. Vous pouvez aussi suivre le travail de Rose et Gilles. Donc, je crois que c'est en description, mais je ne suis pas sûr aussi. J'ai dû mettre vos réseaux. Mais si vous voulez redire exactement où est-ce qu'on peut vous suivre, je vous invite à le dire oralement. Alors, il y a médecinesymbolique.com, ça c'est tout ce qu'on a fait. Mais il y a des sites plus spécifiques. Il y a la chaîne Médecine Symbolique. Rose a une chaîne Jolie Sorcière. Il y a une chaîne Lieu Sacré. Enfin bon, il y a plein de trucs. Il y a beaucoup de choses. Où on distribue beaucoup de nos expériences, de nos prises de conscience pour justement que les gens prennent ce qu'ils ont besoin de prendre. Ouais. C'est tellement important. Et ben, merci en tout cas. Merci à toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir. C'était un grand moment, très vibratoire. Et voilà. Et demain, je vous retrouve avec le docteur Florence Pousset. On va parler du cerveau quantique. Alors, c'est tout un autre programme. Voilà. Et en tout cas, voilà, merci à vous et merci encore Rose et Gilles. Bonne soirée. Et à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.